L'enregistrement est lancé. Audley, tu as la parole. D'accord. Ok. Et Tu as 10 minutes. Tu as 10 minutes. je commence. Audley, tu as la parole et tu as 10 minutes. Ok, je commence avec la présentation. Et, Monsieur le Président, honorable membre du jury, c'est un honneur de vous présenter les conclusions de mon travail de recherche portant sur les phénomènes du tourisme en Haïti, contexte structurel et analyse socio-spatiale du centre-ville de Jérémy. Alors, notre étude se situe dans un paradoxe territorial majeur. Alors, comme vous le savez, Jérémy, comme espace territorial, dispose d'un littoral exceptionnel et d'un patrimoine architectural bâti unique, hérité de l'histoire. Donc, cette partie est malheureusement en marge des flux touristiques nationaux et caribéens. Donc, dans notre cas, il s'agit de comprendre pourquoi un tel potentiel naturel et culturel demeure figé à l'état de simple goutte sans jamais se muer en produit touristique effectif. Alors, pour réaliser ce travail, nous avons d'abord ciblé la période 2020 et 2025 et pour comprendre les dynamiques territoriales et touristiques du centre-ville de Jérémy. Alors, cette période 2020 jusqu'à 2025 est une période critique en Haïti, marquée par la crise sanitaire de COVID-19 et l'apogée du développement critique de l'insécurité systémique en Haïti et l'ouragan Mathieu qui a ravagé la région du Grand Sud. Alors, quelle est la problématique de ce travail? Donc, face à ce diagnostic préliminaire, nous avons une problématique. Acteurs structurels, territoriaux et institutionnels ont-ils freiné de 2020 et 2025? Donc, pour réaliser ce travail, nous avons plusieurs objectifs spécifiques. Évaluer la qualité environnementale du littoral, analyser l'état des infrastructures d'accueil et disséquer les logiques d'action, ou plutôt d'inaction des acteurs publics et privés face au territoire vécu des résidents. Maintenant, place au cadre méthodologique. Alors, pour essayer de comprendre cette complexité dans le centre-ville de Jérémy, nous avons opté pour une approche exclusivement qualitative. Donc, nous avons déployé 3 questionnaires distincts auprès des acteurs clés du territoire. D'une part, 6 cadres des institutions étatiques locales pour analyser l'offre publique. D'autre part, 10 opérateurs économiques majeurs de l'hébergement, de la restauration et de l'artisanat pour mesurer l'impact économique réel des défaillances systémiques. Et enfin, 30 résidents du noyau historique pour capter l'habitat et les vécus territoriaux. En plus de ça, ce corpus est consolidé par des campagnes d'observation directe sur le littoral et les axes commerciaux du centre-ville et pour essayer de comprendre ce phénomène touristique. On continue. Maintenant, pour
les résultats. Alors, sur lesquels je sollicite votre attention, s'il vous plaît. Le premier constat frappant concerne la faillite de la gouvernance locale. Alors, nous assistons à une unanimité rhétorique contredite par un néant opérationnel. 100% des cadres institutionnels affirment que le potentiel de GNE est immense. Mais ils ne disposent aucun plan d'aménagement touristique actif. Alors, la direction départementale du tourisme qui régule le fonctionnement des activités touristiques de la zone fonctionne sans budget sectoriel pour la période étudiée, de 2020 à 2025. Alors, plus grave encore, il n'y a pas de total sur les cas touristiques de la zone. Donc, on n'a pas encore de chiffres sur les visiteurs, les touristes qui visitent la zone du centre-ville. Alors, aucune institution ne mesure ni ne suit ni ne répertorie les flux des voyageurs dans la zone. Donc, le territoire est géré sans repère empirique et les projets concernent la direction départementale, la mairie du centre-ville, de la mairie de la ville, reste prisonnier de simples déclarations d'intention. Par exemple, on n'a pas encore de chiffres sur les voyageurs du centre-ville. Deuxièmement, pour les opérateurs économiques. Alors, au niveau économique, l'enquête révèle une réalité alarmante, les défaillances structurelles des infrastructures de base qui étouffent malheureusement la rentabilité publique. Par exemple, en moyenne, l'achat d'eau par des camions citernes et des carburants pour les génératrices qui fonctionnent dans la ville absorbe plus de 30% des charges d'exploitation pour les principaux opérateurs économiques, par exemple les hôtels, les restaurants, les bars. Et selon les opérateurs, bon, je peux dire presque à 100%, ils ne reçoivent aucun encadrement de l'État ou direction départementale du tourisme de ce département. Ensuite, 80% des opérateurs économiques n'ont pas de couverture technologique. Par exemple, ils utilisent pour ne pas sombrer, 80%, pour ne pas sombrer la technologie satellitaire Starlink et plusieurs recours parfois au transport maritime par cabotage pour éviter de nationales asphyxiées par l'insécurité, ce qui renchérit dramatiquement les entrains et bloque la compétitivité de la destination. Alors, sur le plan socio-spatial, c'est-à-dire qui concerne la ville ou bien les résidents du centre-ville, les habitants confirment qu'une rupture totale. 87% des résidents témoignent de sentiments d'abandon de l'État central et 83% ciblent la centralisation macrocéphale de Port-au-Prince comme le moteur de la destruction des dynamiques locales. Par exemple, ils pensent que la centralisation ont des conséquences sur le développement touristique du centre-ville du GIE. Nous avons également la moitié des habitants estiment que la direction du tourisme départemental ne s'intéresse pas vraiment aux avancées du tourisme au niveau local. Le littoral, principal atout naturel du centre-ville, se dégrade sous le poids des décharges sauvages et de la destruction de la mangrove, créant ainsi un cercle vicieux de salubrité urbaine. Donc, dégradation des maisons ou des patrimoines,
au niveau physique. Et nous avons également pas de signalisation signalétique au niveau des routes et des trottoirs occupés par des marchands et des motocyclistes. Donc, l'absence de canalisation au centre-ville, tout ceci constitue des blocages pour le développement du tourisme au centre-ville de Jérémie. Maintenant, donc nous avons ici un système de contraintes embriquées. Faiblesse des infrastructures de base, découragement de l'investissement privé, problème au niveau de l'offre, chute des flux des visiteurs, effondrement des recettes fiscales. Ce modèle démontre scientifiquement que l'absence de tourisme à Jérémie est un fait et vérifié. Maintenant, pour la conclusion et les recommandations. Tu en as pour 1 minute. Face à ce système de blocage, nos propositions ne peuvent se limiter à des mesures sectorielles. Elles doivent viser une approche à plusieurs échelles. Premièrement, le désenclavement routier et la sécurisation des axes des conditions premières. Au niveau local, nous préconisons la création de plans locaux de développement touristique portés par une gouvernance inclusive, associant la mairie, les autres. Également, un tourisme de l'authenticité qui considère l'espace de Jérémie comme un espace riche sur le plan littéraire, et un espace riche en termes de bâti, en termes de bâti historique et de patrimoine historique. Et nous avons également valorisé un tourisme qui prône un espace sain, un espace environnemental sain, un espace qui respecte les défis actuels ou bien les défis immédiats de la ville. Et enfin, nous prenons l'assainissement et le drainage de la base ville. Car selon la population, à chaque cyclone, nous avons des pertes au niveau humain et social. Donc, en termes de recommandations, je pense que le développement touristique de Jérémie est possible, mais il exige une intervention volontariste, coordonnée, qui agisse sur la gouvernance, les infrastructures et la valorisation patrimoniale. Car le tourisme à Jérémie doit respecter le développement local, la réhabilitation des infrastructures, la coordination multi-acteurs et la valorisation de l'identité littéraire et patrimoniale du centre. Alors, comme conclusion, alors, en conclusion, honorable membre du jury, alors, ce mémoire démontre que le potentiel touristique du centre-ville de Jérémie n'est pas un espace naturel perméable, mais une construction sociale active. Sans aménagement volontariste, le potentiel se dégrade et s'éteint. Alors, dans ce cas, notre recherche espère ouvrir la voie à une réflexion plus large sur la justice sociale et l'émergence de tourisme équitable en Haïti. Merci. Merci, Audley. Merci pour ton intervention. Alors, ton oral était un peu saccadé, hein, c'est dommage. Ton oral, j'ai l'idée que tu t'es pas entraîné pour faire l'oral, tu n'es pas suffisamment entraîné. Mais en tout cas, on a compris ce que tu as voulu dire, on a compris ton exposé. Alors, tout d'abord, je vais passer la parole au rapporteur. Avant, je vais passer la parole au dernier
à ton directeur de mémoire. Et je vais passer la parole d'abord au rapporteur, qui est le docteur Providence, docteur Christophe Providence. Merci. Merci, Monsieur le Président. Donc, je salue mon collègue Wilson, Pierre, pour son travail d'encadrement. Et je remercie Woodley Ali pour son exposé et pour le sujet sur lequel il a travaillé. Même si j'ai envie de lui poser une question simple. Quand est-ce qu'on dit de quelqu'un qu'il est touriste? Oublie. Tu réponds et puis je vais pouvoir faire les commentaires. Parce que j'ai pas l'impression. Un touriste, est-ce que tu peux nous dire très rapidement quand est-ce qu'on dit de quelqu'un qu'il est un touriste? Tu peux répondre, ouvre ton micro, parce que c'est... Voilà, on t'écoute. Ok. Un tourisme, c'est quelqu'un qui se déplace dans un endroit une période d'un jour au plus. Donc, dans le but de se ressourcer, de se distraire, et bon, c'est ça, un tourisme. Donc, tu es d'accord avec moi, il faut des conditions. Tant du côté de la personne, parmi les conditions, il faut avoir les moyens, il faut avoir le temps et l'envie de se déplacer. Deuxièmement, du côté du territoire d'accueil, il faut également des conditions, sécurité, etc., etc. Bon, alors, pourquoi la question? C'est parce que généralement, on a tendance à prendre les grandes conclusions connues dans beaucoup de domaines. Par exemple, le tourisme comme un moteur du développement, mais attention, dans le cas d'Haïti, attention, est-ce qu'on a intérêt, est-ce qu'on peut oser dire que le tourisme, dans ces conditions-là, dans ces circonstances-là, des gens qui n'ont même pas un bon salaire, je parle des touristes locaux, s'adonner à des activités de loisirs, et si on prend au niveau international, donc les touristes internationaux, ben, c'est un pays fermé, isolé, etc. Il y a un problème. D'accord? Donc, ça, c'est une remarque parce que j'ai moi-même travaillé sur le tourisme et j'ai envie de dire aux uns et aux autres de faire attention parce qu'il faut créer les conditions. Bon, alors, ton texte, je te remercie pour avoir choisi ce texte et c'est pourquoi j'aurai quelques questions après, mais je te fais quelques recommandations rapidement pour améliorer ton travail. Donc, d'abord, il faut bien comprendre que le travail, c'est à la fois la forme. D'ailleurs, dans notre canevas, la grille d'évaluation, on le dit, 25%, je parle du texte, 25%, c'est la forme et 50, alors, 50, pas 25%, 25 points sur la forme, 50 points sur le fond de préférence. Donc, la forme, il faut vraiment prendre en compte ces éléments-là. Et pour les éléments de forme, tu as, comme les autres, accès au canevas de l'IUS. Il faut faire attention à ce que prône le canevas de l'IUS. Et en dehors du canevas, on dit à tous nos étudiants d'éviter les fautes. Fautes d'orthographe, fautes de syntaxe, etc., etc. Donc, dans ton travail, je t'invite à vraiment relire ce dernier ou trouver quelqu'un pour relire et t'aider à corriger les fautes. Il y en a trop. Je trouve qu'il y en a trop. Il faut vraiment que tu puisses toi-même corriger ces éléments-là. Par exemple, même déjà dans ton résumé, tu dis, par exemple, sous-exploitation du touristique. Bon. Donc, il y a un problème de syntaxe. Tu voulais dire sous-exploitation touristique. D'accord? Donc, il faut faire attention quand on écrit, il faut relire le travail
et demander à d'autres personnes. Et ceci, c'est partout dans le texte, je ne vais pas m'attarder trop, mais il faut vraiment une relecture, en tout cas un travail en profondeur pour corriger les fautes. Autre élément qu'il faudra comprendre, même déjà dans le cours de méthodologie, j'avais clairement montré aux étudiants comment faire la liste des figures. Il faut, comme pour la table des matières, et j'ai montré comment faire en sorte que le numéro de page exact apparaît, etc., etc. Donc, je t'invite à reprendre le texte sur le plan de la forme de manière globale. Même pour citer un auteur, on a montré comment on fait pour faire les citations, le style à part. Je t'invite encore une fois à aller dans le texte pour l'améliorer complètement. D'accord? Bon, là, je vais passer sur le fond du travail pour aussi t'inviter à considérer on va dire, les questions, quoi. D'accord? Les questions ou les consignes de préférence qu'on a déjà données, que ce soit dans le cours de méthodologie ou voire même le canevas. Donc, il faut, bon, quand je parlais avant de passer sur le fond, tu as mis une numérotation, tu commences à partir de B, par exemple, d'accord, mais on ne peut pas commencer à B, B, c'est pas la première, la première lettre, donc je t'invite vraiment, vraiment sur le plan de la forme, à y aller à fond, à fond, à fond, à fond. Maintenant, sur le fond, on a déjà la méthodologie. On est à la page, en tout cas, page 3-4. D'accord? Tu as, d'ailleurs, tu l'as dit dans ton exposé, une approche exclusivement qualitative. C'est ce que tu as dit. Bon, mais pourtant, tu utilises des questionnaires d'enquête avec des questions fermées. Tu as des pourcentages dans ton travail. Quand tu dis exclusivement qualitative, alors là, franchement, il y a un problème. D'accord? Donc, il faut au moins revoir cette partie-là pour ajuster tes propos par rapport à ce que toi-même tu as pu démontrer. Donc, il faut assumer une méthodologie mixte de préférence, même si cette dernière est à dominante qualitative. Mais tu ne peux pas dire avec de grands mots exclusivement qualitatives, et puis pourtant tu as des données quantitatives à analyser. Déjà même dans ton échantillon, le choix d'échantillon annonce déjà que on ne peut pas être sur un travail purement qualitatif. Donc il faut faire attention. Il faut, dans ton premier chapitre, toujours faire le lien avec entre les concepts que tu utilises et le terrain. Il faut le faire. Pourquoi c'est important? Quand tu parles, par exemple, de tourisme, on ne peut pas parler de tourisme pour en parler. Ça se passe sur un territoire donné. Quand on parle d'espace socio-spatial, il faut faire le lien comme concept, il faut faire le lien avec le territoire en question. Les contraintes structurelles, gouvernance, c'est jamais des concepts en l'air. Ça, quelque part, il y a une manifestation de ces concepts-là sur le terrain. Donc, il faut faire attention, il faut renforcer, c'est-à-dire faire une analyse de ces concepts-là pour au moins montrer que bon, ben, tu as bien compris la portée de chaque notion, de chaque concept. Il y a des fautes partout. Bon, là, c'est vraiment, je suis au mieux. Et puis, par exemple, tu parles de... bon, tu fais une délimitation spatiale. Donc, tu travailles sur Jérémie, le centre-ville. Bon, on aurait pu te demander pourquoi le centre-ville et ne pas travailler sur la commune de Jérémie.
Hein, déjà, il faut justifier, c'est ce que ça veut dire. Il faut justifier pendant qu'on fait une délimitation, c'est vrai, mais on justifie, on dit pourquoi cette délimitation. Pareil, sur le plan méthodologique, tu as annoncé un peu partout dans ton texte 3 cadres institutionnels. Tu l'as annoncé. Tu l'as même dit. 3 cadres institutionnels, 10 opérateurs et 30 résidents. D'accord? Un peu plus loin, dans ton chapitre 3, tu nous dis 6 institutions et un total de 43 répondants. Donc, il y a un problème. Il faut vraiment ajuster les choses, ne pas dire, je ne sais pas moi, on va dire 30 résidents et 43 répondants. Hein? Ou dire 3 cadres institutionnels, d'accord, et 6 institutions. Bon, 3 cadres institutionnels, 6 institutions. Moi, j'ai du mal à voir, à moins que un cadre travaille dans 2 institutions, au moins. Donc, il faut préciser les choses, il faut être vraiment très clair dans ce que tu dis. D'accord? Je t'invite pour le voir. Donc, on est à la page 20, tu dis quelque chose. Et quand tu bouges vers chapitre 3, page 26 à 40, tu racontes autre chose. Tu nous présentes autre chose. Donc, il faut vraiment être cohérent dès le départ. Pareil pour quand on prend ton analyse, toujours dans le chapitre 3, hein, tu présentes des données, hein, page 28. Moi, je ne comprends pas pourcentage. Donc, si tu as, par exemple, 20%, tu as 3 cadres, hein, le graphique, je parle du graphique institutionnel, hein, page 28. D'accord? Avec 3 institutions, si tu mets 20% à chaque fois, tu ne peux pas atteindre 100%. Donc, il y a un problème. Tu vois, donc il faut faire attention. Les chiffres, comme on dit souvent, ne mentent pas. Il faut faire attention. Autre élément, tu parles de... bon, si je reste sur ce graphique, toujours à la page 28, déjà, il faut corriger la base du calcul ou encore une fois expliquer que le nombre d'institutions est 5, que le nombre d'institutions est 5. On dirait que j'ai entendu un bout. Bon, ok. Que le nombre d'institutions est 5, sinon remplacer hein, les choses, quoi. Il faut faire en sorte que ça soit comme ça soit cohérent. Voilà. Donc, je n'ai pas trouvé tes données, tes présentations, voir l'analyse qui en découle. Je n'ai pas trouvé la cohérence dedans. Donc, il faut faire très attention. Les tableaux, tableau de convergence que tu présentes par 37-38, pareil, tantôt tu indiques 80, tantôt 90, on ne sait pas avec toi et qu'est-ce qui est vrai, sur quoi s'appuyer concrètement pour analyser ton travail. Donc, ça mérite un nettoyage à fond, ça mérite vraiment, même si les données sont là, mais je ne sais pas si c'est pas oubli, si c'est je ne sais quoi, c'est pas toujours la même chose partout. Et ça mérite vraiment un nettoyage. Au niveau de ta conclusion, oui, tu as développé des recommandations. OK. Hein? Mais puisque tu parles en réalité de développement touristique, ce serait bien de proposer quelque chose. Toi-même, qu'est-ce que tu as? Par exemple, aménagement du littoral. C'est vrai que tu as dénoncé le fait que le littoral, c'est pollué, les gens, c'est comme, c'est pas moi, mais il faut proposer quelque chose de cohérent par rapport à tout ça. Ça peut être aussi, je ne sais pas moi, mettre, je ne sais pas moi, une signalisation
sauvegarder le patrimoine, gouvernance locale. Il faut aussi des éléments plus clairs, plus cohérents pour expliquer ou justifier l'importance de ton travail. On avait déjà évoqué les citations, les références. Les références, déjà dans le canevas, on dit clairement comment il faut faire ça. Et pareil, au niveau de la bibliographie, on dit clairement ce qu'il faut faire. Même dans ta bibliographie, il y a plein de fautes de grammaire, de fautes d'orthographe, etc. Et tu veux les écrire travail, tu mets T-R-V-A-I-L, etc. Donc, il y a trop de légèreté. Hein? Trop de légèreté et il faut reprendre correctement parce que sinon, voilà, donc, sur le plan de la langue, c'est la forme, c'est vrai. Le fond est là, on comprend et on accepte, voilà, mais il y a trop de fautes. Bon, j'aurais quelques questions juste pour te permettre de te justifier. Hein? Première question, bon, tu as choisi le centre-ville, comme je l'avais déjà annoncé. Pourquoi pas la commune? Centre-ville de Jérémie, commune de Jérémie. Est-ce que tu peux justifier ton choix? Ou encore, pourquoi pas le département de la Grand'Anse? Pourquoi tu as choisi de travailler sur le centre-ville de Jérémie? C'est la première question. La deuxième question, tu présentes, alors surtout au niveau méthodologique, est-ce que tu peux expliquer l'incohérence qu'il y a entre 3 cadres institutionnels et les 6 institutions présentes? Hein? Je voudrais t'écouter parce que tu n'as pas à interrompre le jury. Hein? Tu écoutes, tu prends une note et puis tu réponds par la suite quand le président va t'accorder la parole. On est à l'université. OK? Bon. Troisième question. En quoi l'approche, parce que tu as parlé exclusivement d'une approche qualitative, j'aimerais t'écouter, hein, comment tu peux parler d'exclusivité dans ce sens-là, tandis que tu as non seulement des données quantitatives et tu les présentes, hein, sous forme vraiment d'analyse quantitative. J'aimerais, troisième question, tu auras à répondre là-dessus. Et dernière question, est-ce que tu peux faire une différence pour nous? Parce que d'après moi, ce n'est pas encore clair pour toi. Quelle est la différence entre potentiel touristique? Quelle est la différence entre potentiel touristique, ressources touristiques et offre touristique? Dernière question, quelle est la différence entre potentiel touristique, ressources touristiques et offre touristique? Je m'arrête là, Monsieur le Président, et j'espère qu'il pourra apporter des éléments de précision pour nous. Merci. Merci, Dr. Providence. Alors, je vais ajouter quelques remarques, quelques éléments. Bon, comme je disais à Audley tout à l'heure, il faut que quand tu as un exercice oral, il faut t'entraîner. Parce que l'oral n'a pas été fluent, il n'a pas été liquide, si tu veux. Donc, entraîne-toi quand tu as un exercice oral, il faut t'entraîner. Deuxième chose, tu n'as pas toujours respecté les formes qu'on demande dans l'IUS. Notamment, on commence un chapitre à haut de page. On commence par un chapitre au milieu de page ou à la 10e ligne. Pareil, conclusion, table des matières, tout ça, c'est en haut de page. Hein? Ça commence au début de page. Regarde ton PDF, hein, ton mémoire, et tu verras que tu n'as pas respecté les règles. Ensuite, dans ton document, tantôt tu mets les paragraphes en chiffres romains, tantôt tu les mets en chiffres arabes, les paragraphes. Grand 1, après tu mets petit 2, petit 3. Si tu as mis grand 1, c'est grand 2, grand 3, grand 4. Tu ne peux pas mettre grand 1 et après petit 1, petit 2. Donc, il y a un travail d'harmonisation, de relecture, hein, sans compter les fautes d'orthographe dont on t'a parlé, les fautes de syntaxe,
etc. Eh ben, donc, tu as ce travail de relecture à faire. Et pour ajouter une question de fond, tu dis qu'il n'y a pas vraiment de politique sectorielle touristique, mais visiblement, tu parles de la période 2020-2025. Il est un petit peu normal qu'il n'y ait pas de politique touristique, voire même industrielle, voire même agricole, voire même tout ce que tu veux, quoi. Numérique, il n'y en a pas. Pourquoi? Parce que c'est une période difficile entre 2020 et 2025. Alors, ça m'amène à te dire, il y a-t-il eu, avant 2020, des politiques sectorielles qui ont donné des résultats? Est-ce que tu t'es contenté de travailler que sur 2020-2025? Ou est-ce que tu as regardé ce qui se passait dans les années 90 et 2000? Ou même dans les années 2000, si tu ne veux pas remonter jusqu'à 90, pour savoir si on a tenté des choses qui n'ont pas marché, on a tenté des choses qui ont marché, et puis on a été obligé d'arrêter avec la situation que l'on connaît. Hein? Donc, voilà, c'est la question. J'aurais aimé t'entendre là-dessus. Hein, d'accord? Bon, mais avant de te passer la parole, je préfère que tu prennes la parole avant de passer la parole à ton directeur de mémoire. Je te demande de répondre à toutes les questions, les remarques qui ont été faites. Tu as la parole, Woody. Alors, je commence avec les questions. Alors, je décide de travailler sur le centre-ville de GMI parce que le centre-ville représente l'âme même de la ville. L'âme de la ville de GMI. Alors, Jérémy, comme commune du département de la Grande-Est, est divisée en haute-ville et basse-ville. On dit basse-ville ou centre-ville. Alors, le centre-ville représente, premièrement, l'espace commercial de la ville, et l'endroit où se trouve le patrimoine même, et les bâtis de la ville, ou bien l'espace historique même de la ville. Donc, c'est pour la raison, ce sont les raisons qui m'influencent dans ce choix. Donc, je considère le centre-ville comme un espace fondamental pour comprendre les dynamiques touristiques de la ville. Alors, pour la deuxième question qui consiste dans l'incohérence entre les institutions et entre... Bon, pour les institutions, j'ai choisi 3 directions. Par exemple, la délégation, bon, non, ce n'est pas la délégation, la mairie de la ville, la direction départementale du tourisme, ensuite la direction départementale de la planification et la coopération externe. Alors, pour chacune des institutions, j'ai choisi 2 cadres. Donc, c'est la raison qui s'explique, 6 cadres au niveau institutionnel. Donc, ce n'est pas 5, c'est 6 cadres et 3 institutions à raison de 2 cadres par institution. OK? Maintenant, l'approche... Non, mais il faut préciser. Écoute. L'approche qualitative. Attends. Il y a un problème... Attends, Woodley, une minute. Woodley. Vas-y, Christophe. Oui, Woodley, c'est pas de venir nous dire ça dans ton texte. Tantôt tu parles de 3, tantôt tu parles de 6, tantôt sans donner des explications. C'est dans le texte, tu ne seras pas là pour répondre au lecteur à chaque fois. Il faut que ça soit clair dans le texte. On t'invite à corriger ces éléments-là. D'accord? Donc, ce n'est pas temps de nous justifier verbalement.
ce que tu as fait. Dans le texte, ça doit être justifié. Et puis ne consomme pas beaucoup de temps, parce qu'il te reste 2 minutes pour répondre à toutes les questions. Ok, et merci Président, merci rapporteur. J'ai pris note de la situation. Donc, pour la troisième question, les différences qui existent entre potentiel touristique, ressources touristiques, comme l'a mentionné le docteur Providence, et l'offre touristique. Donc, je pense que le potentiel touristique correspond à, pour moi, l'ensemble des atouts que possède la ville. Par exemple, une plage, un site touristique, un fort, une cascade, etc. Ça, ce sont des potentiels touristiques. Pour les ressources, pour moi, ce sont des éléments naturels qu'on ne peut pas changer. Donc, c'est la matière première du tourisme, pour moi. Ça, ce sont des ressources. Par exemple, une plage, un musée, un monument historique, ce sont des ressources touristiques. L'offre touristique, c'est l'ensemble des biens que le centre-ville dispose à des visiteurs. Donc ça, ce sont des offres économiques. Par exemple, nous avons les hôtels, les restaurants, les agences de voyage, les moyens de transport, les activités, etc. Ce sont des offres touristiques. Donc, c'est ça qui explique en soi les différences qui existent entre ces trois concepts dans le phénomène du tourisme. Alors, je vais être très, très bref, hein, Fred. Alors, je t'invite vraiment à aller dans la littérature voir, hein, clairement. Une ressource, c'est pas quelque chose, parce que quand on dit potentiel, même le milieu naturel, c'est un potentiel. Ça devient ressource quand on arrive à exploiter. Quand c'est exploité, c'est le potentiel exploité qui est une ressource. La ressource rapporte au territoire. C'est pas parce qu'on a, je ne sais pas moi, tel site qu'on peut oser parler de ressources. C'est pas une ressource. Et l'offre, c'est la manière dont on organise notre exploitation, c'est-à-dire pour attirer du tourisme. Hein, attirer des gens, que ce soit au niveau local, touriste international. D'accord? Donc, il faut vraiment aller voir un peu dans la littérature pour bien comprendre, et c'est ce qui manque un peu à ton travail, c'est que par moment, on a l'impression que tu parles, tu dis la même chose pour plusieurs, en tout cas, tu ne maîtrises pas totalement les concepts. Voilà, donc je t'invite à faire cet effort-là. Tu continues à répondre aux questions pour terminer. Tu as un problème? Ton micro est fermé, hein? Oui, il y a un souci. Est-ce que vous pouvez répondre pour moi à la question, s'il vous plaît? Je t'ai dit, tu continues à répondre aux questions. Monsieur le Président, vous pouvez répondre à la question pour Ali? Oui, je lui ai demandé de poursuivre. Après la remarque du docteur Providence, je lui demande de poursuivre, puisqu'il ne parlait plus. Donc, M. Providence avait posé 3 questions, donc je l'ai posé tout à l'heure. Et moi, je n'ai rien posé, moi. Est-ce qu'il y a une autre question, s'il vous plaît? Car je vais poser 3 questions. Et moi, je ne t'avais pas posé une question. Reprenez pour moi, s'il vous plaît.
Il faut que je reprenne ma question. S'il vous plaît. Mais non, je crois que tu notais les questions. Normalement, tu dois noter tes questions. Enfin, moi, je te demandais, en dehors de mes remarques que j'ai faites, est-ce qu'il n'y a pas eu des choses qui ont été faites, puisque tu dis entre 2020 et 2025, il n'y a pas de politique touristique, il n'y a pas de politique sectorielle. Alors, ma question est, est-ce qu'il y en a eu avant? Et est-ce qu'il y a eu des résultats? C'est ce que tu avais posé comme question. Donc, il n'y a pas eu de politique avant. Il y a seulement l'ISPAN qui a réalisé un travail au niveau du centre-ville historique de Jérémie, un travail documentaire sur les principaux espaces du centre-ville. Cela concerne les maisons et les maisons, le patrimoine, un recensement, commercial, un recensement sur le patrimoine. C'est l'ISPAN qui a réalisé seulement un travail sur le centre-ville de Jérémie. Donc, oui, j'ai compris. Des responsables institutionnels comme la mairie ou les directions départementales du tourisme et de planification et de la planification, donc il n'y a pas eu de travaux nécessaires sur le centre-ville de Jérémie. Mais tu parles d'une opération portant sur le territoire, portant sur le patrimoine et d'un point de vue historique, patrimonial, mais pas d'un point de vue touristique globalement. Le patrimoine, ce sont des choses, c'est un aspect du tourisme, c'est un aspect pour valoriser le tourisme, mais ce n'est pas en soi la politique touristique. Donc, il n'y a pas eu de politique touristique en général, pas seulement en 2020-2025. Parce qu'on peut comprendre, moi, je n'ai pas de problème pour admettre qu'il n'y a pas eu de politique touristique entre 2020 et 2025. Personne n'aurait, dans une telle ambiance, mis en œuvre une politique touristique. Mais moi, je voulais savoir si toi, tu t'es préoccupé de choses préalable à 2020. Est-ce que tu t'es intéressé au tourisme, aux politiques touristiques avant 2020? Donc, ce qui m'intéresse, c'est le paradoxe qui existe au niveau du centre-ville de Jérémie. Donc, oui, la période. Le centre-ville et la période des apports touristiques, mais il n'y a pas de développement touristique au niveau de cet espace. Donc, pas de politique touristique. Oui, mais pas seulement sur la période pas seulement sur la période 2020-2025, pas seulement sur la période 2020-2025. Est-ce que c'est en général? Réponds à la question. C'est la période 2020-2025 qui m'intéresse. Donc, non, mais ça, j'ai bien compris que c'est la période 2020-2025 qui t'intéresse. Mais est-ce qu'en lisant les documents, en te préoccupant du secteur, est-ce que tu as vu passer des informations indiquant si avant 2020, il y avait des choses? Avant, je ne vivais pas au niveau de ce département. J'étais à Port-au-Prince. Donc, je suis venu à Jérémie en 2017 pour travailler comme professeur au niveau du secondaire. Donc, non, Woodley. Je consultais des données qui concernent la période 2020 jusqu'à... Oui, Woodley. C'est pas ça un intellectuel. Un intellectuel qui lit, il dit oui, je me concentre sur 2020-2025. Ce sera ça mon sujet. Mais je sais ce qui s'est passé avant 2020 dans le secteur, dans la zone, mais mon travail va porter, mon travail va être délimité, il va porter sur la période 2020-2025. Mais si tu veux comprendre ce qui se passe en 2020-2025,
Je ne te dis pas de traiter ce qui s'est passé avant 2020, mais au moins que tu saches ce qui s'est passé avant 2020. C'est juste pour ta culture même et pour étayer ton analyse, pour étayer tes analyses et tes impressions même sur les choses. Est-ce que tu comprends? Donc, il ne faut pas te dire, je n'étais pas là, ça ne me regarde pas. Moi, je me concentrais de 2020 à 2025. Le reste ne m'intéresse pas. Ce n'est pas une approche d'intellectuel. Donc, je comprends vos soucis, Monsieur le Président. Alors, il y a un problème au niveau documentaire. Donc, la ville de Jérémie ne dispose pas nécessairement des documents pour évaluer le phénomène du tourisme en général. Alors, je comprends vos soucis, mais dans mon cas, ce qui m'intéresse, c'est cette période même. Non, mais on a compris. On a compris que c'est cette période qui t'intéresse. On l'a compris, ça. C'est écrit dans le titre. On a compris ça. C'est dans le titre. Donc, on l'a compris. Donc, ce n'est pas la peine de nous le répéter. Mais je voulais voir si tu es informé. Parce que quand tu dis dans une période, il n'y a pas des choses. Il faut toujours se demander si avant, il y a eu des choses. C'est une question intellectuelle, ça. C'est une question de secteur qui t'intéresse. Mais tes lecteurs savent très bien, les choses sont claires. Moi, je me concentre sur ça. Mais je sais qu'il y a eu des choses avant ou il y a eu des choses après. Mais ce qui m'intéresse, c'est 2020-2025. Ça, on a compris. Mais l'intellectuel ne peut pas dire « Oh, ce qui se passe avant, ça ne m'intéresse pas. » Non, tu ne peux pas dire ça. Puisque peut-être que ce qui s'est passé avant peut expliquer ce que tu analyses pour ta période 2020-2025. C'est ça le travail de l'intellectuel. Même, je répète, même si tu te concentres que sur la période qui t'intéresse, c'est le droit de l'auteur de dire « Moi, je ne traite pas tout ça. Moi, je ne traite pas de 1950 à 2025. Je traite de 2020 à 2025. » Ben oui, l'auteur a le droit. C'est son droit à l'auteur. Mais il ne peut pas dire que je ne sais pas ce qui s'est passé avant, ça ne m'intéresse pas. Tu ne peux pas dire ça. D'accord? Tu dois faire preuve de curiosité intellectuelle. C'est ça l'intellectuel. OK? OK, merci, Président, pour vos considérations. Merci. Alors, je vais passer la parole au directeur de mémoire pour terminer, parce que nous avons déjà 5 minutes de retard. Monsieur le directeur. Merci, Monsieur le Président. Oui. Tout d'abord, j'adresse toutes mes félicitations à toi, Ali, pour le choix de ta thématique basant sur le phénomène du tourisme en Haïti. C'est un choix idéal pour Haïti puisque le pays souffre depuis des décennies de l'absence du tourisme. Donc, toutes mes félicitations aussi pour la façon dont tu as fait la présentation. Tu as été clair et très calme, même trop calme. Donc, je t'invite à te remettre au travail dès aujourd'hui afin d'améliorer, afin d'apporter toutes les améliorations possibles. Parce que vous avez reçu tu as reçu de beaux conseils et venant non seulement du président du jury, mais aussi du rapporteur. Je crois que en appliquant ces conseils, tu parviendras à améliorer le travail. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le rapporteur, pour vos remarques. Alors, merci, Wilson. Merci pour tes remarques. Woodley, bon, je ne sais pas si le rapporteur a quelque chose à ajouter, mais s'il n'a rien à ajouter, eh ben, je te demande, est-ce que toi, Woodley, tu as quelque chose à ajouter pour terminer, pour clôturer cette séance? Bon, alors, je vous remercie pour
cet académique. Alors, je remercie particulièrement l'Institut universitaire des sciences pour ce cadre académique d'excellence. Alors, je ne saurais clore cette présentation sans exprimer ma profonde et sincère gratitude à mon directeur de mémoire, le professeur Jean-Louis Pierre, pour sa rigueur intellectuelle et ses précieux conseils qui m'ont appris à ne jamais baisser les bras. Alors, je vous remercie tous qui étaient là pour me supporter, qui étaient là pour entendre mes arguments. Merci aux membres du jury, le docteur Providence et le docteur Fred Sédimen. Encore merci. Merci, Audley. Merci à toute l'audience, toute l'assistance. N'oubliez pas que demain, nous avons la série de séances a commencé. Nous avons commencé aujourd'hui. Nous sommes partis pour terminer le 11 juillet. Vous voyez que c'est un marathon qui demande beaucoup d'efforts aux enseignants, aux encadreurs, aux membres du jury. C'est beaucoup de sacrifices, mais nous devons le faire pour nos étudiants. Donc, tous les jours, jusqu'au 11, vous avez des soutenances qui commencent à 15 heures. Donc, je vous invite à le faire savoir. Tout le monde a le lien. C'est le même lien durant toute la séance. C'est le même lien jusqu'au 11. N'hésitez pas à partager le lien avec vos connaissances afin qu'ils sachent ce que fait l'IUS comme travaux pour faire monter le niveau général des étudiants et de la formation en général en Haïti. Merci à tous. Une bonne soirée et merci surtout à tous ceux qui ont assisté. Au revoir. Au revoir.